Bonjour à tous. Je vais faire deux vidéos sur le sujet du silure. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, et notamment la sortie d'un décret sur le classement du silure comme étant une espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques. Je m'exprime pas tant que ça sur les réseaux. Quand je le fais, c'est souvent à propos sur des sujets bien précis, des sujets qui sont importants. C'est le cas. Pour moi, c'est un sujet très important. Donc, je vais faire deux vidéos là-dessus. La première vidéo, c'est aujourd'hui, c'est pour vous expliquer ce qui se trame, quel est ce décret et quel est le degré d'urgence et comment on peut procéder. La deuxième vidéo, elle aura pour objectif d'aller peut-être plus dans le détail et d'expliquer ce qui est à la genèse de ce décret, les choses qui se trament derrière et comment tout ça s'articule. Je trouve que y a quand même beaucoup de questions qui se posent et beaucoup de soi-disant rapports scientifiques qui me semblent difficilement classifiables comme tels. Ou en tout cas qui portent à question, qui posent des questions. Il y a des gens peut-être plus spécialistes que moi sur le sujet, mais voilà. Donc l'objectif de cette première vidéo, c'est de vous expliquer. Donc voilà, il est sorti un décret. Ce décret, il ouvre aussi une consultation publique qui sera disponible jusqu'au dimanche 8 mars. Donc ça veut dire que jusqu'au dimanche 8 mars, vous avez la possibilité de vous exprimer sur le site internet en expliquant pourquoi vous êtes vous êtes contre ce décret. Je ferai moi-même une réponse, bien évidemment, sur ce site et sur la consultation publique, que je mettrai de façon publique sur ma page Facebook. Donc vous aurez ma réponse, vous pourrez la prendre telle qu'elle et l'utiliser sur le site si vous souhaitez. Vous pouvez bien évidemment vous en inspirer, la modifier et de façon à émettre votre propre avis. Mais ça sera fait prochainement, très prochainement. Donc on a jusqu'au 8 mars pour émettre nos avis. Alors c'est quoi ? Alors d'abord, c'est quoi un décret? Parce que tout le monde n'est pas forcément au fait de ça, donc il faut bien expliquer les choses. Un décret, il y a deux choses en fait. Le code de l'environnement, il est modifiable de deux façons. Par la loi, pour des articles qui sont les articles classés L. Donc là, le règlement, le gouvernement ne peut pas imposer par décret une modification de ces articles-là. Ça doit passer par la chaîne classique au Parlement et ainsi de suite. Par contre, le gouvernement peut modifier des articles du Code de l'environnement qui sont dits des articles réglementaires qui sont classés R ou D. C'est l'objectif de ce décret, c'est modifier un article qui est l'article R432.5 du Code de l'environnement. Alors c'est quoi d'abord cet article R432.5? Alors l'article R432.5, il liste en fait les espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées et au présent titre, dont l'introduction dans ces eaux est de ce fait interdite et fixée comme suit. Donc c'est un article qui fixe en fait la liste des poissons, des crustacés, des grenouilles susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques. Et l'objectif de ce décret, il y en a deux. Alors je dis l'objectif, mais il y en a deux. Le premier, c'est d'inscrire le silure dans cette liste d'espèces de poissons. Hein. Il y a le poisson-chat et la perche-soleil. Donc l'objectif est d'inscrire désormais le silure dans cette liste. Ça, c'est l'article premier, mais uniquement sur deux bassins hydrauliques.
deux bassins hydrauliques sont les bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le bassin Adour-Garonne et Loire-Bretagne? Eh bien, ce sont des bassins hydrauliques tels que définis en application de l'article R212.1, qui sont des territoires énormes, globalement. Ça doit représenter, je ne sais plus, j'écoutais une vidéo qui disait au moins 40% de la France, quelque chose comme ça. Donc c'est très significatif. Ce sont deux bassins très significatifs. Donc c'est des territoires énormes sur lesquels cet article ce décret est censé s'appliquer. Secondo, donc ça c'est l'objectif du premier article, et l'article 2, on en parle moins, c'est la déclassification de l'article qui actuellement est R432.5 en article D 432.5. Donc l'idée c'est de passer de R à D. Vous allez me dire c'est quoi cette modification? Eh bien, ça permet au gouvernement pour l'avenir beaucoup plus de souplesse. Ça permet de diminuer le niveau de procédure. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, une modification d'un tel article, ça passe par le Conseil d'État. Ça passe par l'aval du Conseil d'État. Donc on peut intenter un recours auprès du Conseil d'État si on est contre ce décret. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que la position de la FNPF était contre ce décret et j'espère qu'il va y avoir un recours auprès du Conseil d'État. A priori, c'est ce qu'ils ont exprimé comme position. Ils avaient dit qu'ils attaqueraient si ce décret devait passer. Donc, on verra. On verra s'ils tiennent leurs engagements, leurs promesses. Ce que je souhaite vivement. Donc, l'article passé de R à D, c'est très important parce que ça diminue le niveau de procédure, ça donne plus de souplesse au gouvernement qui demain, s'il souhaite modifier cet article en exprimant que maintenant c'est plus sur les bassins de l'Adour, de la Garonne et Loire-Bretagne, mais sur toute la France, ils pourront le faire très facilement sans avoir l'aval du Conseil d'État. Donc c'est beaucoup plus de facilité à modifier le texte. Donc ça pose question, c'est quand même très très inquiétant pour l'avenir. Pourquoi ils feraient ça s'ils n'avaient pas velléité à modifier l'article dans l'avenir? Voilà. Donc oui, je suis très inquiet. Alors, l'impact d'un tel décret sur l'article premier essentiellement, l'impact est énorme. Il est énorme. Parce qu'un tel décret, il ouvre la possibilité, en fait c'est un outil juridique. Autant l'article 2 c'est vraiment très très juridique, mais c'est surtout pour garantir de la souplesse au gouvernement. L'article 1 c'est aussi pour avoir beaucoup plus de souplesse dans des opérations ciblées de régulation. Ça permet de beaucoup plus de facilité à mener des opérations ciblées de régulation du silure. Ça permet d'ouvrir la porte à la possibilité d'interdire le no-kill. Et certains, c'est certain, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Alors pourquoi? Parce que en introduisant le silure dans l'article 432.5, ça sera désormais possible au préfet d'effectuer des arrêtés interdisant par exemple la pratique du no-kill. Alors ça ne veut pas dire qu'une fédération pourra le faire directement, mais par le biais d'un arrêté du préfet, ils pourront imposer l'interdiction du no-kill du silure sur certains départements. Donc vous voyez que c'est quand même très très important. Donc plus de souplesse administrative et plus de souplesse juridique pour faire évoluer le texte dans l'avenir.
Donc, une fois qu'on a dit ça, je pense que vous avez tout compris sur cet article désormais, sur ce décret, pardon, qui va être effectivement très impactant. Donc, voilà, je vais poster une réponse que j'effectuerai moi-même sur la consultation publique. Vous pourrez vous en inspirer, vous pourrez l'utiliser. Et puis, on va faire, donc, comme je l'ai dit, une seconde vidéo. Dans cette seconde vidéo, on va creuser. On va creuser, on va voir pourquoi, parce que ce type de décret, ça doit s'appuyer sur des justifications scientifiques. Ils l'expriment, hein, puisqu'ils disent très clairement, vu l'avis de la commission interministérielle de l'eau, vu l'avis du Conseil national de l'eau, vu l'avis du Comité national de la pêche professionnelle, ainsi de suite. Et donc, ils se sont appuyés sur différents travaux scientifiques. On va creuser, on va regarder, on va comprendre. Et donc, vous allez apprendre un petit peu à naviguer dans ce qui est... Parce que, encore une fois, la genèse de tout ça, ça remonte assez loin, mais ça a bougé l'année dernière, avec une question qui a été posée par un député du Rassemblement national, Sandra Delannoy, au gouvernement sur la possibilité globalement de régulation du silure. Il y a eu une réponse qui a été faite. Et, Silurus Glanis s'est exprimé aussi là-dessus en disant oui, on a rencontré le gouvernement, les choses semblent apaisées, il y a une discussion qui est en place, voilà, tout va bien. Mais en fait, le gouvernement, ils avaient déjà pris leur décision, ils avaient déjà engagé, et la réponse qu'ils ont effectuée à la députée explique très clairement. Et elle donne, cette réponse-là, des traits d'explication. Elle parle du CNPN. Vous verrez ce que c'est, le CNPN, dans la deuxième vidéo. Elle parle déjà de ces pratiques d'interdiction de no-kill. Elle dit, globalement, la réponse, elle est quasi nulle, hein. En la lisant, vous comprendrez, mais je détaillerai dans la vidéo 2. Donc c'est tout ça dont on va parler. On va parler de l'OFB, du CNPN, on va parler du CEN, dont on parle beaucoup moins sur les réseaux sociaux, mais vous allez comprendre le lien entre toutes ces personnes-là qui émettent des avis pour aider le gouvernement à comprendre la situation. Merci, à bientôt.